Saint-Denis, banlieue nord de Paris. Un chantier de grande ampleur s'étendait sur plusieurs hectares. Des grues, des pelleteuses, des ouvriers en casque jaune. Parmi eux, Karim, 42 ans, franco-algérien, marié, 2 enfants. Il était maçon, bon maçon, méticuleux. Il arrivait avant les chefs, repartait après eux, et ne se plaignait jamais. Sa femme, Nora, 39 ans, travaillait dans un supermarché. Elle se levait tôt, préparait les lunchs, emmenait les enfants à l'école. Samy, 12 ans, rêvait de devenir ingénieur. Leïla, 8 ans, aimait dessiner. Leur vie modeste était réglée comme du papier à musique. Sur le chantier, les économies étaient la règle. L'architecte avait proposé des plans trop ambitieux. Le service études les avait validés sans vérifier les calculs de charge. L'ingénieur, un jeune homme pressé, avait signé des documents sans les lire. La coordonnatrice sécurité, absente ce jour-là, avait délégué à un collègue qui n'avait pas mis les pieds sur la zone. Une dalle de béton de 20 tonnes, mal étayée, se rompit. Karim se trouvait en dessous. Le bruit de l'impact couvrit tous les autres. Nora reçut l'appel du SAMU 2 heures plus tard. Elle courut à l'hôpital, ses chaussures de travail encore aux pieds. Dans le couloir des urgences, l'odeur de javel l'étouffait. Un médecin la prit à part, « Votre mari est gravement blessé. Il a le bassin broyé, des hémorragies internes. Nous faisons tout. » Elle ne pleura pas. Pas encore. On l'autorisa à entrer dans la chambre. Karim était allongé, le visage gris, des perfusions partout. Il était conscient, mais ses yeux avaient ce regard lointain des gens qui flottent entre deux mondes. Nora s'assit sur le bord du lit. Il bougea la main, la sienne était glacée. « Tu es là, chuchota Théil. Je suis là. Les enfants sont chez ta sœur. Ils vont bien. Dis-leur que je pense à eux. Tu vas te rétablir. Les médecins sont bons. Nora, écoute-moi. Je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. Prends soin d'eux. Tu prendras soin de toi-même. Tais-toi, économise tes forces. » Il essaya de sourire. La morphine embuait son regard. Ses doigts se relâchèrent. Les alarmes se mirent à sonner. Nora fut poussée dehors. Il mourut sur la table d'opération, 1 heure plus tard. L'enterrement fut modeste, dans le petit cimetière de Saint-Denis. Samy ne pleurait pas. Il regardait le cercueil comme on regarde un problème de maths qu'on ne comprend pas. Leïla, elle, sanglotait dans les bras de sa mère. Les collègues de Karim vinrent, la tête basse, certains avec des casques encore sur la tête. Personne de la direction. Le rapport d'accident fut évacué en termes vagues, effondrement d'un élément de structure, pas de cause, pas de responsable. L'inspection du travail ouvrit une enquête. Nora, poussée par un avocat commis d'office, porta plainte pour homicide involontaire et faute inexcusable. La société, Bâtir France, était un groupe international. Ses avocats étaient les meilleurs. Ils déposèrent des recours, demandèrent des contre-expertises, firent traîner les audiences. Le juge d'instruction, submergé, prit des mois. Chaque nouvelle pièce au dossier était contredite par une autre. La vie de Nora était devenue un cauchemar. La pension de réversion couvrait le loyer, à peine. Les frais d'avocat s'accumulaient. Elle prit un second emploi, le soir, comme aide à domicile pour personnes âgées. Elle faisait des ménages après la fermeture du supermarché, rentrait tard, s'effondrait. Samy et Leïla apprenaient à se débrouiller seuls. Les devoirs, les doudous, les cauchemars. Une famille sans père. 2 ans passèrent. Les cheveux de Nora avaient blanchi. Ses mains étaient devenues rudes à force de serpillière et de chiffon. Leïla avait perdu une dent, Samy avait grandi. Et le dossier avançait, comme une tortue sur un tapis roulant. L'expertise judiciaire, enfin, tomba, la dalle avait été mal calculée, les témoins insuffisants, les contrôles inexistants. La faute de l'architecte, de l'ingénieur, et surtout de la direction qui avait imposé des cadences intenables et des économies sur les matériaux. Bâtir France était directement responsable. Les avocats de la société s'affolèrent.
Ils convoquèrent Nora à une réunion, à l'amiable, dans les bureaux cossus du groupe, avenue des Champs-Élysées. Nora vint seule, sans avocat, elle n'en avait pas les moyens, mais le cœur serré. Le conseil, un homme en costume gris, lui tendit une liasse. « Madame, nous savons que ces 2 années ont été éprouvantes. Notre client souhaite éviter un procès long et douloureux pour vous et vos enfants. Nous vous proposons une indemnité de 80 000 €, nette d'impôts, en échange de quoi vous vous engagez à retirer votre plainte et à ne jamais parler de cette affaire à la presse. » Nora regarda la feuille. 80 000 €. C'était moins qu'1 an de salaire de Karim. C'était insultant. Vous voulez que je taise la mort de mon mari pour 80 000 €? C'est une proposition généreuse. Le procès pourrait s'éterniser, vous perdre, ou gagner moins. Et vos frais d'avocat? Je m'en fiche de vos frais. Madame, réfléchissez à vos enfants. Leur avenir. Elle se leva. Elle prit l'enveloppe, la déchira en 2, et la posa sur la table. Mon mari s'appelait Karim. Il aimait ses enfants. Il faisait son travail. Vous l'avez tué parce que vous vouliez économiser sur des étais en fer. Vous m'offrez l'équivalent de 2 Renault d'occasion pour que je ferme ma gueule. Vous croyez que je vais accepter? Madame. Je vais jusqu'au bout. Pas pour l'argent. Pour l'honneur. Et que vos ingénieurs sachent qu'on ne tue pas les ouvriers impunément. Elle sortit, claquant la porte. Le procès eut lieu 6 mois plus tard. La salle d'audience était pleine. Des journalistes, des syndicalistes, la famille, les collègues de Karim. Les avocats de « Bâtir France » plaidèrent la fatalité, l'erreur humaine. Mais l'enquête avait révélé bien plus, des matériaux certifiés avec de faux tampons, des rapports de contrôle falsifiés, des ouvriers sous-payés et jamais formés. Le tribunal prononça les peines, le président du directoire, un homme de 60 ans en costard bleu, fut reconnu coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, ainsi que de corruption et de faux. Il fut condamné à 5 ans de prison ferme, dont 3 sans sursis. L'ingénieur-chef prit 2 ans avec sursis. La société écopa d'une amende record de 5 millions d'euros. Le jugement tomba un lundi matin. Nora était assise au premier rang. Samy et Leila tenaient ses mains. Quand le président du directoire fut menotté dans la salle, le public murmura. Certains applaudirent. Nora ne dit rien. Dehors, sous la pluie, des journalistes l'attendaient. « Madame, un mot? Que ressentez-vous » Elle s'arrêta. Elle regarda ses enfants, les caméras, le ciel gris. Karim n'est pas mort pour rien. La justice a parlé. Ça n'effacera pas sa douleur, mais ça empêchera peut-être d'autres familles de vivre l'enfer que nous avons traversé. Maintenant, laissez-nous rentrer. Elle prit la main de Samy et de Leila, et s'éloigna. Le soir, dans leur petit appartement, Nora alluma une bougie devant la photo de Karim. Elle ne pleura plus. Elle avait versé toutes ses larmes pendant ces 2 ans. Elle se contenta de poser sa main sur le cadre, doucement. Samy demanda, « Maman, on va être bien, maintenant ?» Nora sourit. « On va essayer, mon grand. On va essayer. » Leila avait dessiné un cœur avec 2 lettres, K et N. Elle le posa à côté de la photo. Nora pensa à l'offre des avocats. 80 000 € pour se taire. Elle n'avait pas pris l'argent, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, la dignité. Sa vie ne serait pas plus facile. Elle continuerait ses 2 boulots, les nuits courtes, les factures, les devoirs. Mais elle savait désormais que la valeur de Karim n'était pas dans un billet. Elle était dans la mémoire qu'elle porterait, et dans la fierté de ses enfants. Alors que retenir de cette histoire? Parfois, la justice est lente. Parfois, elle est injuste. Mais quand une femme refuse de vendre la mort de son mari contre une poignée d'euros, elle nous rappelle ceci, la dignité n'a pas de prix. Et les coupables, tôt ou tard, paient. Nora n'a pas reconstruit sa vie. Elle la continue, jour après jour. Mais chaque matin, devant le cercle de famille, elle sait qu'elle a fait le seul choix possible. Celui du cœur.